Bienheureux Lucien Botovazoa, père de famille, sportif et musicien. Aîné d'une fratrie de 9 enfants, Lucien est né en 1908. Après ses études dans le collège jésuite de Fianarantsoa, il devient instituteur et se marie à 22 ans avec une jeune fille du nom de Susanna Zuzana. Le couple aura 8 enfants. Le jeune instituteur vit sa foi chrétienne avec joie au quotidien. Sportif, musicien, ce catholique très charismatique est admiré de toute la jeunesse de la région. Son engagement encourage des centaines de Malgaches à se faire baptiser à Antananarivo, dans le sud-est de Madagascar où il vit. Mari et père de famille, modèle, il encourage sa famille et ses amis à persévérer dans la prière, même lorsqu'il pressent qu'il va bientôt mourir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ne vous détachez jamais de Dieu, les exhortait-il en les prévenant de sa mort prochaine. En 1940, il fonde une fraternité de spiritualité franciscaine. Son but est de permettre aux couples de vivre la sainteté dans leur mariage. Il opte dès lors pour une vie de pauvreté et de prière. Lucien Botovazoa meurt en 1947 à 39 ans lors de la grande persécution contre les chrétiens malgaches. Juste avant d'être décapité, dans l'abattoir de son village, il pria Dieu pour ses bourreaux. Je cite, « Mon Dieu, pardonne à mes frères, que mon sang répandu à terre soit pour le salut de ma patrie. » Fin de citation. Dimanche 15 avril 2018, Lucien Botovazoa a été béatifié dans son village natal de Voipeno, dans le sud-est de Madagascar, en présence de plusieurs milliers de personnes. Dans toute l'île, le bienheureux fait l'objet d'un véritable culte populaire. D'impressionnantes processions sont organisées en son honneur. Vénérable Félix Marie Gebré Amlak, prêtre et moine. Né de parents éthiopiens catholiques orientaux le 23 juin 1895 dans le village de Djoufa en Érythrée, alors sous domination italienne, Félix reçoit une bonne éducation chrétienne. À 12 ans, il entre au petit séminaire de Kiren et le 22 septembre 1918 est ordonné prêtre pour le compte du clergé séculier oriental. Ouvert et actif dans l'œcuménisme, Gebré Amlak souhaite rapprocher de l'Église catholique les chrétiens monophysites et orthodoxes de son pays et, si possible, rétablir leur union à Rome. Nonobstant son vif désir de se faire moine en Éthiopie, il est envoyé en 1925 à Rome comme directeur spirituel des séminaristes du collège éthiopien. Là, il s'intéresse à la tradition bénédictine et étudie la théologie monastique. L'abbaye cistercienne de Casamari accepte son projet de fondation monastique dans son pays natal. Dans ce monastère, il entre lui-même comme novice le 7 décembre 1930. On rapporte qu'au moment d'entrer au monastère, il en baisa le seuil en disant « Ce sont les portes du paradis ». Un groupe de 12 jeunes candidats éthiopiens se joint à lui en 1931. 2 ans plus tard, en 1933, il souffre de tuberculose. La maladie est incurable et déjà fort avancée. On lui permet de faire sa profession monastique définitive le 4 avril 1934, 8 mois avant la date prévue. Il meurt 2 mois plus tard, le 8 juin 1934, fête du Sacré-Cœur, alors qu'il est hospitalisé à Sora, une ville voisine du monastère. Ses dernières paroles furent, je cite, « Jésus, je vous aime et veux vous aimer toujours. » Fin de citation. Félix Marie Gebré Amlak est enterré dans le cimetière de l'abbaye de Casamari et déclaré vénérable par l'Église. Vénérable Julius Nyerere, premier président de la République tanzanienne. Julius Kambarage Nyerere naît le 13 avril 1922 dans le village de Butiama, dans le nord de la Tanzanie, à proximité du lac Victoria. En 1943, il entre à l'université de Makerere en Ouganda.
Nouveau converti au catholicisme, il fonde une société appelée Catholic Action qui organisait des activités religieuses comme l'animation d'une chorale, les retraites annuelles et les pèlerinages en l'honneur des martyrs chrétiens d'Ouganda. Au cours de ces années en Ouganda, le futur président envisage sérieusement de devenir prêtre. Après quelques années d'enseignement, il est sélectionné pour entrer à l'université d'Édimbourg, en Écosse, où il vit profondément sa foi. Il se recueille souvent dans la solitude d'une église et échange régulièrement de la correspondance avec un ami, père blanc irlandais, en mission en Ouganda, Richard Walsh. En 1953, Julius Kambarage Nyerere prend la tête de la Tanganyika African Association et en compagnie de Bibi Titi Mohamed, il transforme rapidement l'association en parti politique indépendantiste, le Tanganyika African National Union. Il démissionne de son poste d'instituteur et parcourt le pays pour porter le message indépendantiste. Il est l'un des grands défenseurs de l'Union africaine qu'il revendique. Je cite, « Sans unité, les peuples d'Afrique n'ont pas de futur, sauf comme perpétuelles et faibles victimes de l'impérialisme et de l'exploitation. » Fin de citation. Il mène des démarches pour que l'Ouganda, le Kenya et le Zanzibar créent une fédération avec le Tanganyika. En 1964, le Tanganyika et Zanzibar fusionnent pour former la République unie de Tanzanie. Nyerere en est le premier président jusqu'à sa renonciation volontaire au pouvoir en 1985. Selon de nombreux témoignages, le premier président de la République tanzanienne était un catholique très fervent. Il observait scrupuleusement les périodes de jeûne fixées par l'Église et se rendait quotidiennement à la messe. Plein d'humilité et de sobriété, il n'amassait aucune richesse pour lui-même. Au contraire, il refusait de nombreux honneurs auxquels il avait droit en tant que président. Sa simplicité de vie était empreinte d'austérité. Toujours vêtu, sans façon, refusant de porter la cravate, préférant séjourner dans sa petite maison de quartier plutôt que dans le vaste palais présidentiel. Pour l'Église, c'est non seulement la rigueur morale de l'homme, mais également sa pensée politique qui mérite intérêt. Son engagement pour les pauvres et les marginaux, son désir d'apporter l'égalité dans les structures sociales et dans la situation du peuple tanzanien était connu de tous. Il sut fonder l'unité de la Tanzanie et lui offrir le bien si précieux de la paix. Il meurt le 14 octobre 1999 à Londres. Le jeudi 21 octobre 1999, à l'occasion des funérailles d'État à Dar es Salaam, le président d'alors Benjamin Mkapa lui rendit ce témoignage. Je cite, « Le Mwalimu était extrêmement sensible envers les laissés pour compte, les faibles, les infirmes, les humiliés. Il était également extrêmement sensible au triste sort des réfugiés et autres personnes déplacées. Sous sa gouvernance, la Tanzanie n'était pas simplement un pays paisible, ne générant donc pas de population réfugiée, mais il fit de la Tanzanie un refuge pour qui que ce soit à la recherche d'un abri politique ou personnel. » Fin de citation. Le vénérable Julius Kambarage Nyerere est honoré le 14 octobre. Son procès de béatification se poursuit.